Bonjour et bienvenue à la récré parentale, le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parent. L'inconnu fait peur. D'ailleurs, lorsqu'on n'est pas directement concerné, on est souvent gêné lorsqu'on aborde ce sujet. C'est un sujet qui pourtant touche environ 1% de la population en Suisse. Ce sont plus de 20 000 personnes en Suisse romande. Je vous parle de l'autisme. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les spécificités des personnes avec autisme ? Qui est concerné ? Dans cette émission, nous aborderons les différents aspects autour de l'autisme. Les multiples aspects psychologiques, les aspects beaucoup plus techniques, les aides financières et sociales, la dynamique familiale, également les aides institutionnelles, les accompagnements institutionnels, et puis la relation de couple. Allons démystifier tout cela avec nos invités. On ne dit pas qu'une personne est autiste, on dit qu'une personne a des troubles du spectre autistique, en abrégé TSA. Il y a différentes formes de TSA, avec ou sans déficience intellectuelle, avec ou sans trouble du langage. Ce n'est pas une jauge qui mesure le degré d'autisme, ce sont une multitude de possibilités et de formes différentes d'autisme. En somme, personne n'est pareil. Pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'autisme et le TSA, avec nous sur ce plateau, doctoresse Mandy Barker, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste de l'autisme et directrice médicale de la consultation Libellule. Oui. Et Karen également, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Chiana et Enzo. Oui. Enzo a été diagnostiqué très tard avec TSA. Vous allez nous raconter un peu votre parcours du combattant. Oui. Pour commencer, Mandy Barker, qu'est-ce que c'est le TSA ? Le TSA, les troubles du spectre autistique, c'est des troubles, ce qu'on dit neurodéveloppemental, qui touchent à peu près une personne sur 100. Et puis, c'est un trouble, en fait, qui touche les interactions sociales, la communication, et qui fait que ces personnes ont de la difficulté à être en lien avec les autres, mais ils ont envie d'être en lien, mais c'est la difficulté avec les codes sociaux qui font que, dans la vie quotidienne, plusieurs choses sont compliquées pour eux. C'est aussi des personnes qui ont des intérêts, souvent des intérêts restreints, qui s'intéressent à un sujet vraiment au fond. Les garçons, petits garçons, souvent aux voitures, marques de voitures, aux dinosaures, quand ils sont plus grands, peut-être à d'autres sujets, et qui peuvent avoir parfois des particularités comportementaux, comme des stéréotypies, qui peuvent, par exemple, avoir des mouvements de bras particuliers ou qui peuvent avoir d'autres soucis, d'être très actifs, d'avoir des troubles du sommeil, des particularités alimentaires. Il y a aussi tout un aspect au niveau sensoriel. C'est des enfants souvent qui ont de la difficulté s'il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de lumière, comme aujourd'hui, ou qui peuvent être embêtés par des textures alimentaires ou certains habits. Voilà. Donc, c'est un ensemble de choses. Peut-être simplement, comme vous l'avez bien dit au début, le trouble du spectre autistique, c'est un trouble très large. Donc, oui. Il y a beaucoup de personnes différentes qui se trouvent avec ce diagnostic qui peuvent être très différents les uns des autres. Donc, c'est plutôt difficile à diagnostiquer alors ? Pas facile à diagnostiquer, mais on a différents outils pour nous aider au diagnostic. On en parle dans une minute. Karen, racontez-nous un petit peu votre histoire. Est-ce que déjà, depuis tout petit, vous soupçonniez quelque chose avec Enzo ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'Enzo était un enfant assez différent des autres, toujours un peu à part. Il n'avait pas énormément de copains. Il avait aussi tendance à suivre beaucoup les autres. Il posait beaucoup de questions, très curieux. Alors effectivement, comme dit la doctoresse Barker, il avait des points d'intérêt qui étaient assez accentués. Autrement, rien de particulier, en tout cas dans l'enfance. À quel moment, alors, vous avez commencé à faire des recherches, à peut-être rencontrer quelqu'un, parler avec quelqu'un par rapport aux différences ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un concernant votre fils ? Alors, le parcours a été très très long, en fait, du fait de quand même un peu sa différence. À l'école, la maîtresse s'est aperçue qu'il se passait quelque chose, mais quoi ? Voilà, il n'y avait pas vraiment d'explication, il n'y avait pas vraiment d'indication, en tout cas pour nous. Donc, on nous a conseillé d'aller consulter
une psychologue au Mont et de faire un bilan pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Enfin, voilà. Il pensait plutôt dans la motricité. Ok. L'école secondaire, ça s'est très très mal passé. Disons qu'il y a eu beaucoup de changements, et physique, et la voix qui ne se reconnaissait plus. Enfin, c'est venu un homme très vite, en fait. Ouais. Et ce changement d'école, où on a tous nos repères, finalement, qui se cassent la figure, où on se retrouve dans un collège qui est grand, avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Ouais. Et c'est beaucoup ce qu'il nous disait, en fait, c'était le bruit. Régulièrement, je me rendais à l'école pour dire, écoutez, Enzo se plaint du bruit. Et ça a mis à la puce à l'oreille à personne. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de bruit. Enfin voilà, à chaque fois, c'est ce qu'on me répondait, il n'y a pas de bruit, c'est pas vrai. Et régulièrement, je devais aller chercher Enzo à l'école. En fait, il était blanc, transparent, prêt à tomber dans les pommes. Wow. Où ça allait pas du tout. C'est très compliqué quand on est parent de voir son enfant C'est affreux. souffrir. À ce moment-là, ça a été compliqué parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a subi. Ouais. Enfin, on tourne tous les scénarios possibles. Et j'ai discuté de tout ça avec lui, en fait, Oui. très ouvertement, parce que je suis comme ça avec lui, on parle beaucoup. Et non, il me disait non, tout était non. Et puis, jusqu'au jour où il allait plus. Mandy Barker, à partir de quel moment on peut diagnostiquer un enfant? À partir de quel âge? Alors, de nos jours, beaucoup plus jeunes, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont diagnostiqués plus tardivement. Mais ce serait bien de pouvoir les diagnostiquer vers 18 mois. Alors, c'est possible? C'est possible. C'est même possible un tout petit peu plus tôt. Mais voilà, certains enfants, on doit les observer un petit peu plus longtemps avant de poser un diagnostic. Mais ce qui est bien, c'est entre 18 mois et 3 ans de pouvoir poser le diagnostic. Donc à partir de cet âge-là, on peut dire si un enfant a un trouble du spectre autistique ou Tout pas? à fait. Oui. Tout à fait. Mais comment vous expliquez que Enzo n'a pas été diagnostiqué à temps? Alors, il peut y avoir beaucoup d'explications. C'est vrai qu'on a plusieurs enfants, souvent des enfants qui ont une bonne intelligence où le diagnostic est posé plus tardivement, Oui. mais les signes sont là. Quand on C'était reprend, le cas de Enzo, hein. voilà, quand on reprend avec Ça. les parents, on retrouve tous les signes. Alors, c'est vrai que il y a tout un aspect de formation des professionnels qui se fait de plus en plus pour pouvoir aider les pédiatres, les pédopsychiatres à voir le diagnostic plus tôt, mais voilà, les écoles aussi. Il y a tout un travail qui est fait avec les écoles. Bon, alors Karen, vous êtes allée voir des spécialistes, plusieurs spécialistes. Vous vous êtes trouvée dans une errance médicale incroyable. Quand j'écoutais votre histoire la première fois, j'ai trouvé que déjà, on est très déstabilisés dans notre dynamique familiale. Et en plus, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous êtes allée à l'hôpital de l'enfance? Alors, on n'y va pas de gaieté de cœur, hein. On amène notre enfant à l'hôpital de l'enfance. Voilà, on n'a pas très envie d'y aller, mais on y va parce qu'on ne sait plus quoi faire. Oui. On ne sait plus comment le prendre, on ne sait plus comment l'aider. Et voilà, on l'amène à l'hôpital de l'enfance. Alors, l'hôpital de l'enfance le garde. Alors, vous êtes 2 jours sans pouvoir parler ni voir votre enfant. Donc ça, pour tous les parents, je pense. Voilà. Très, très difficile. Ça, c'est catastrophique. Enfin, pour moi, ça a été catastrophique. Mais on a quand même ce droit d'appeler les infirmières pour demander, alors ce que je faisais tous les jours, évidemment, pour savoir s'il a bien dormi. Enfin, voilà, comme font toutes les mamans, je crois. Est-ce qu'il a bien mangé? Bien sûr. Donc voilà, là, c'était vraiment ça. Et puis après, la première fois, parce que ça c'était un premier épisode de l'hôpital de l'enfance, donc première fois, là Enzo ne mangeait plus en fait. Donc il soupçonnait de l'anorexie. Donc c'était vraiment la première fois qu'il mettait un terme sur ce qui lui arrivait. Donc on était là, bon ok, enfin voilà, il mangeait vraiment plus rien. Et ça lui a fait peur à Enzo, le terme anorexique. Donc il a voulu essayer de se sortir de ça et il a fait le bon élève. Il s'est mis à manger, enfin voilà, et parce qu'il a... Alors par chance, il a côtoyé une jeune fille qui était à l'hôpital de l'enfance avec lui
Et on parlait de l'empathie tout à l'heure, mais c'est vrai que l'empathie, c'est quelque chose qu'ils ont énormément. Oui. Donc, il s'est lié d'amitié avec cette fille qui souffrait d'anorexie très forte. Et il s'est dit non, maman, je veux pas. Enfin, il m'a dit, maman, je veux pas être comme elle. Je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Et il a été vraiment sensible à son histoire et à ce qu'elle vivait. Donc, il s'est battu, voilà. On a pu ressortir de l'hôpital de l'enfance. On nous a dit qu'il fallait qu'il soit suivi quand même par une psychologue. Donc, ce qui a été fait via le SUPEA, enfin voilà. Et Enzo a tenté, tant bien que mal, de reprendre une vie normale. Je dis bien tenter parce que ça a été de courte durée. Il a réussi momentanément à retourner à l'école, mais par épisode. D'un coup, il n'y arrivait plus. Et on en a été jusqu'au stade où il était paralysé dans son lit. Quand on voit notre enfant dans cet état-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, Mendy, dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui se retrouvent dans des situations où on essaye d'accompagner son enfant, mais finalement, on n'arrive pas à trouver la solution? Oui, c'est une grande question. Ce qui est terrible, c'est parce que, et je crois que ça a été le cas, c'est qu'il y a des listes d'attente partout pour pouvoir avoir des consultations spécialisées. Alors, c'est vrai que, voilà, il faut assister, il faut pouvoir aussi parler toujours à son pédiatre pour pouvoir aussi, voilà. Oui, mais moi j'ai tenté. Ouais. J'ai tenté le pédiatre. Oui, parce qu'à ce moment-là, Et j'y allais vous n'avez toujours régulièrement. pas de diagnostic. Non, toujours pas. J'allais régulièrement chez le pédiatre parce qu'Enzo souffrait de maux de ventre. Oui. Tout le temps, il avait mal au ventre, tout le temps. Et pour finir, je me suis énervée, en fait, auprès du pédiatre. Et le pédiatre m'a dit, il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Comment vous êtes arrivé au diagnostic, finalement? Oh, ça a été super long, en fait. Parce que redescente aux enfers pour Enzo, il allait toujours mal. Peur qu'il fasse une connerie. Parce que il était dans son lit toute la journée. Il voulait plus ouvrir les stores, il voulait qu'on peigne sa chambre noire. Il a perdu tous ses copains. Ah, c'était affreux. Avant l'hôpital d'enfance, en fait, mon fils faisait beaucoup de crises de nouveau. Il se révoltait, en fait. Et ce qu'on n'avait pas compris. Mais il se révoltait parce qu'il était incompris. Oui. Et mon mari lui a mis une gifle. Parce qu'il l'a insulté, enfin voilà, donc ça dépassait les bornes, il lui a mis une gifle. Et sur ce, on est parti à l'hôpital de l'enfance parce de nouveau, on ne savait plus quoi faire. On était de nouveau dans l'impasse. Un enfant qui va mal. On était démunis. Oui. Et là, c'est autre chose. Parce qu'il y a eu une claque, parce que la donne n'était plus la même. Oui. Donc, ça a été le pire moment de ma vie, vraiment. Où on est devant des psychologues, le grand chef du service, des infirmières, enfin tout un tas de gens. Déjà, on n'avait pas vu notre enfant, enfin moi, j'avais pas vu mon fils depuis de nouveau 2 jours parce que nouveau psychiatrique, machin, enfin on les enferme, enfin de la famille, on les isole de la famille. Ok. J'avais pas vu mon fils, je le vois devant aussi tous ces gens. J'étais toute seule. J'avais l'impression d'avoir 5 ans. Mais vraiment, je me suis sentie toute petite. Oui. C'est Et impressionnant. jugée. Et là, on nous accable de plein de choses et on nous dit on va vous mettre le SPJ sur le dos. Enfin, moi, au secours. Enfin, je suis ressortie d'ici, je pleurais, mais oui. tout ce que je pouvais. Je me suis effondrée devant l'hôpital de l'enfance parce que c'était juste pas possible. Il parlait aussi de mettre mon fils dans un autre hôpital, un hôpital psychiatrique à Nantes. Donc, ce qu'il a fait, hein, il est parti après en hôpital psychiatrique pour adolescents. Donc ça, à ce moment-là, ça a été catastrophique. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire, en fait. Je peux pas. On est des parents aimants. On fait tout ce qu'on peut. J'ai fait 10 millions de recherches. Alors merci Internet, ce qui m'a beaucoup sauvée. Hein. Ouais. J'ai fait énormément de recherches sur Internet. J'ai essayé de voir les solutions. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait nous faire en tant que parents? Donc on s'est inscrit à Histoire de parents. Enfin, c'est quelque chose qui se fait quand on a des difficultés avec les jeunes pour discuter entre parents. Et il y a des professionnels aussi qui sont là.
pour régler des situations peut-être problématiques. Et j'en ai fait part justement à l'hôpital de l'enfance. Donc du coup, ça a calmé un petit peu les ardeurs des menaces de SPJ et autres. Enfin, ça s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Mais voilà, ça pour moi, ça a été non, c'est pas possible. Enfin, il fallait que je me batte, quoi. Et ça, je lui ai toujours dit, je vais me battre pour toi. On va trouver ce qui t'arrive, mais je vais pas lâcher. Et c'était un peu la problématique parce que je suis quelqu'un de profondément gentil, doux, et on nous écoute pas. Aujourd'hui, Enzo a été diagnostiqué. Oui. Comment ça se passe? Il va bien? Alors, c'est des hauts et des bas. Non, je ne peux pas dire que c'est toujours bien. Non, c'est loin pas le cas. C'est toujours très compliqué. Là, il est en réinsertion. Il est sorti de l'école obligatoire, mais c'est extrêmement compliqué. Il fait du 40%. Et encore, le 40%, il n'y arrive pas toujours. Ouais. Et moi, je dois faire les trajets tous les jours pour l'amener jusqu'à Vevey, parce qu'il va maintenant à Vevey. Donc c'est extrêmement coûteux, en tout cas pour les parents, il faut être extrêmement disponible en fait. Donc j'ai dû tout lâcher, profession, tout ça, enfin voilà, sa vie de maman prend la priorité, maman aidant. donc voilà, et puis il ne faut pas oublier la petite sœur qui est aussi là. Oui, et la relation. Et qui a besoin d'aide aussi, parce qu'elle subit beaucoup. Absolument. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de parler de la question fraternelle, mais c'est vrai que c'est une réelle question. L'autisme, le trouble du spectre autistique peuvent être travaillés si on les prend, si on diagnostique assez tôt, donc le plus tôt possible. Et puis, on peut presque les faire disparaître, ces troubles, ou ça relève quand même d'autres compétences? Alors, c'est vrai que c'est important de pouvoir diagnostiquer tôt pour pouvoir mettre en place un traitement, une prise en charge de ces enfants. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut commencer aussi plus tardivement. Et on peut aussi aider, même les jeunes qui sont diagnostiqués plus tardivement, peuvent apporter beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est toute une équipe qui travaille autour d'un enfant, d'un adolescent, pour amener des solutions et voilà, des stratégies pour que ce jeune puisse être au mieux dans sa vie quotidienne, que ce soit à l'école, à la maison, au travail. C'est sûr que si on les prend plus jeunes, il y a un cheminement plus long. De faire complètement disparaître, c'est difficile, mais effectivement, on peut vraiment faire en sorte que ces personnes soient beaucoup plus à l'aise et heureux. Mais c'est vrai que c'est un long chemin. Je crois que c'est beaucoup de patience. Et puis, je trouvais important ce que vous disiez. C'est vrai que les parents, pour nous, ce qu'on vit, c'est que les parents sont là avec leurs enfants. Ils font énormément de travail, beaucoup de recherches sur Internet, qui est une bonne ressource. Et puis, je crois, et ça c'est quelque chose qu'on dit souvent aux autres professionnels, écoutez les parents, c'est important. Ce qui vous est extrêmement compliqué. Voilà. Karen, j'ai une dernière chose que je voudrais préciser. Ce que j'aime chez vous, c'est votre manière de parler de ce trouble. On appelle ça un trouble. Je trouve personnellement que ce n'est pas forcément le bon terme. Non. Mais vous dites souvent que c'est un plus, que c'est quelque chose qui est bien. Aujourd'hui, c'est présenté comme une tare, comme un défaut. Non. Mais finalement, j'aime votre façon de voir le spectre autistique. Ils sont incroyablement intelligents. Enfin, en tout cas, Enzo a une forme Asperger. Et ils nous font remarquer des choses de la vie de tous les jours qui sont tellement justes. Et ils sont incroyablement intelligents, ils ont une sensibilité incroyable. Enfin, c'est un plus, quoi. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un cadeau, en fait. Juste dernière chose, un conseil que vous donneriez aux parents qui se sont retrouvés, qui se retrouvent actuellement dans la situation que vous avez connue, qu'est-ce que ce serait? Battez-vous. Ne lâchez Battez-vous, ne lâchez rien. Haussez le ton, n'hésitez pas, parce que vraiment, il n'y a que comme ça qu'on est entendu. Donc, et puis foncez, quoi, foncez. Votre enfant, il en vaut réellement la peine, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage très poignant. Merci beaucoup, Mandy Barker, pour tout le travail que vous faites. Alors, ça n'a pas été un exercice facile pour notre chroniqueur, mais on a hâte d'entendre la chronique sur l'autisme. Merci d'accueillir Simon Roman.
Bonjour tout le monde. Bonjour, Simon. Félicitations, madame, de vous battre comme ça pour votre enfant, ça m'a beaucoup touché. Moi, je viens vous raconter des bêtises sur le sujet de l'autisme. J'y connais absolument rien. Du coup, j'ai appelé un copain qui est psychologue. Il m'a tout de suite dit, alors écoute, le spectre de l'autisme, il est extrêmement large, on ne comprend pas très bien d'où ça vient et on ne sait pas très bien comment le soigner. Eh ben putain, il a bien fait de faire 12 ans d'études, il maîtrise bien son sujet. Il m'a quand même donné une explication. Il m'a dit une caractéristique des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, en général, c'est qu'ils peuvent être abruptement honnêtes. Oui, c'est vrai, vous confirmez? Ah oui. Et il m'a donné un exemple. Un jour, une femme a demandé à son mari, qui a des troubles du spectre de l'autisme, s'il l'aimait et s'il était heureux avec elle. Et du tac au tac, il lui a répondu « Oui, pour moi, tu es une Peugeot et ça me va. » En gros, si elle était une voiture, elle serait une Peugeot. Hein, c'est pas le grand luxe, mais on peut se déplacer avec, ça fait le job. Et lui, ça lui allait. Il aurait pu dire une Fiat, hein, il aurait pu dire une Renault, c'est un tout petit peu plus de panache, mais une Peugeot, c'est un petit peu violent quand même. J'imagine cette femme ce soir-là, se regardant dans le miroir après s'être brossé les dents et se dire à elle-même « Mathilde, tu as 45 ans et aujourd'hui tu viens d'apprendre que tu es une Peugeot. » Oui, ben moi j'ai été une belle grosse banane une fois. C'est pas mal non plus. Moi, si ma femme me demandait de la comparer à une voiture, ce qui ne risque pas d'arriver, hein, entre nous soit dit, c'est pas son truc, mon amour, parle-moi comme si j'étais une Twingo, ça m'excite. Non, ça n'arrivera pas. Mais si elle le faisait, je lui dirais évidemment tout de suite, mon amour, tu es une Ferrari, mais sans l'empreinte carbone, une Ferrari, mais familiale, parce que tu es la meilleure maman du monde. Ça a l'air sympa, hein, comme ça. Mais si on réfléchit bien, les propriétaires de Ferrari veulent toujours le dernier modèle. Ils changent extrêmement souvent de voiture. Et en général, ils en ont plusieurs. Faites-en les déductions que vous voulez. Non, mais c'est parce qu'en fait, je suis un flatteur professionnel, hein, un hypocrite de carrière. Comme comédien, c'est très important. Si on veut travailler, il faut flatter, il faut mentir tout le temps. Hein. Par exemple, regardez, ça se voit pas, mais Katharina et moi, on se déteste. On se déteste. Tous les mois, elle me donne un sujet pour ma chronique plus compliqué que le mois précédent. Aujourd'hui, on parle d'autisme. Au rythme où ça va, le mois prochain, on parlera du travail des enfants dans les mines de diamants. Et moi, de mon côté, chaque mois, je lui rappelle que si son émission était sur la RTS, elle pourrait avoir Thomas Wiesel comme chroniqueur. C'est faux, Katharina, je t'adore. Tu es une Skoda, c'est super. Merci. Cette honnêteté abrupte des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, moi, ça me rappelle, des gens qui sont sur le spectre de l'autisme, ça me rappelle justement un petit peu celle des enfants. Hein. Et ma nièce qui a dit l'autre jour à ma mère qui rentrait de chez le coiffeur, « Grand-maman, pourquoi c'est moche tes cheveux ?» Ça nous est tous arrivé, il me semble, avec un enfant. Hein. Moi, je pense d'ailleurs que ça pourrait faire du bien à tout le monde de faire une fois par année un autisme check. S'asseoir en face d'une personne qui est sur le spectre autistique et lui demander « Qu'est-ce que tu penses de ma vie ?» Du coup, à ce moment-là, elle nous répondrait sans détour ce qu'elle pense vraiment de notre existence. Je pense que pas mal d'entre nous apprendraient qu'ils sont des Peugeot, voire des TGV SNCF en grève, mais ça permettrait d'aller de l'avant. Voilà. En parlant d'aller de l'avant, messieurs, dames, je vous propose tout de suite de passer à la séquence suivante, le rendez-vous des papas. On l'a vu, découvrir que son enfant a des troubles du spectre de l'autisme, c'est entrer dans une nouvelle dimension, c'est réorganiser sa vie, anticiper au maximum pour éviter les changements. Le plus souvent, les parents n'ont même pas le temps de digérer la nouvelle, il faut s'occuper du côté pratique de la vie. Mais que se passe-t-il pour les parents, notamment pour les papas? De quoi ont-ils besoin pour faire face à ces situations? Gilles Kretznan, bonjour. Bonjour. Le coordinateur du programme MenCare en Suisse remonte comment les papas gèrent l'annonce, si j'ose dire, le verdict. Oui, alors que ce soit pour un trouble du spectre de l'autisme, que ce soit aussi peut-être pour une situation d'un enfant en situation de handicap, c'est clair qu'il y a un choc. Alors le choc, il va être évidemment égal pour la maman, pour le papa, mais c'est plutôt comment on va réagir à ce choc qui sera peut-être un peu différent en fonction de l'éducation qu'on a reçue en tant qu'homme. Et c'est vrai que ce choc émotionnel, on est moins habitué à gérer ça, à accepter ça, à travailler sur ce que ça va
va faire comme résonance par rapport aux attentes qu'on avait, nos projections qu'on avait et la réalité qui arrive un peu abrupte. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour les papas? Alors, je compare pour une situation des études qui ont été faites sur des parents qui ont eu des enfants en situation de surdité, de handicap de surdité, qui ont été faites notamment au Québec, au Canada, montraient que les pères, dans les 2 premières années, s'étaient énormément investis dans l'action. Dans le faire, ils avaient contribué à créer cet environnement qu'il fallait adapter à la situation qui arrivait. Et donc, c'était fortement investi de cette manière-là. Mais le corollaire, c'était qu'après ces 2-3 ans d'investissement très fort, il y avait tout d'un coup, après ces 3 ans, une situation où ils étaient un peu perdus, où comme s'ils avaient quelque part pas commencé leur deuil de ce qu'ils avaient comme attente avant, comme si peut-être ils étaient aussi dans une démarche un petit peu de déni de la difficulté de vivre cette situation. Et donc ça, c'était quelque chose qui était ressorti de cette étude. Du coup, comment peut-on les accompagner au mieux dans ces situations? C'est toujours un petit peu la même chose, c'est de dire, voilà, on vit une situation qui est difficile émotionnellement, c'est comment le faire, comment le gérer. Et ces pères, ils ont, je dirais, une pression importante dans leur rôle traditionnel qui est liée au fait qu'ils doivent socialiser leur enfant. C'est une des missions, une des fonctions qu'on donne au père, qui est en train d'évoluer dans la nouvelle génération, mais qui est quand même bien présent, de dire, c'est lui qui va introduire cet enfant dans la société. Donc, s'il est le plus normal possible, c'est clair, ce sera plus facile. S'il n'est pas habituel dans sa façon d'être, dans ce qu'il est, ce sera plus difficile. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent sentir une peur et une crainte liée à ça. Et donc, en fait, c'est clair que de vivre une situation pareille, ça demande énormément d'implication, de liens, de communication, d'échanges avec la partenaire, avec la maman, avec les proches. C'est vraiment un soutien où ils puissent déposer aussi ces préoccupations et pas les garder pour eux. Donc d'avoir des professionnels, d'avoir des proches vers qui ils puissent échanger, partager là-dessus, c'est déjà une vraie étape pour pouvoir partir dans cette démarche d'acceptation de la situation. C'est magnifique. Merci beaucoup Gilles Crétenant pour votre intervention. On va maintenant s'intéresser au côté juridique et institutionnel et vous allez le voir, c'est plutôt complexe. Entre difficultés à obtenir un diagnostic, l'errance médicale comme on vient de le voir, la gestion des émotions une fois le verdict tombé, la difficulté à intégrer des organismes spécialisés et toutes les aides auxquelles elles ont droit, qu'elles peinent à obtenir ou dont elles ne sont pas au courant, les familles mènent un vrai parcours du combattant. Que se passe-t-il pour ces familles? Quelles sont les institutions qui vous accompagnent? Quelles sont les aides dont on peut bénéficier? Et quelles sont les solutions? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Isabelle Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de l'association Autisme Suisse Romande. Merci d'être avec nous. Charlotte Cordero, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte prestations mineures à l'Office de l'assurance invalidité. Oui. Et puis Édouard Yossif, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue en orientation professionnelle Indiamo à l'Office de l'assurance invalidité également. Qu'est-ce que c'est Indiamo? Il s'agit du service de réadaptation pour les jeunes et de 13 à 25 ans. Alors, pour que ce soit très clair, parce que l'AI, c'est très compartimenté, vous, Charlotte, vous êtes experte des mesures médicales, donc tout ce qui est lié aux aides financières et sociales. Et puis vous, Édouard, vous êtes expert en mesures de réadaptation, donc plutôt tout ce qui touche à la réinsertion professionnelle, entre autres des personnes concernées par le TSA. C'est bien ça. Exactement. On est bon. Quelles sont les aides qui peuvent être attribuées aux familles ? Alors, les enfants présentant un trouble du spectre autistique peuvent bénéficier de la prise en charge des mesures médicales par l'assurance invalidité en lieu et place de la caisse maladie de la LAMAL, au fait. Donc, ça permet une prise en charge. Je dirais qu'on prend en charge les mesures médicales type thérapie, psychothérapie, ergothérapie, toutes mesures médicales, dirais-je, simples et adéquates au sens juridique de l'assurance invalidité, qui sont en lien avec le trouble. Aussi, par exemple, des conséquences du trouble. Donc, on peut imaginer des frais de narcose, par exemple, pour des traitements dentaires qui compliquent un traitement. On pourrait intervenir pour ce type de prise en charge. Donc, il y a 3 prises en charge principales, si j'ai bien compris. Il y a les soins médicaux, il y a la contribution financière également. Oui, l'allocation pour mineurs impotents, en fait, c'est une reconnaissance de l'aide fournie par les parents dans les actes courants de la vie, qui sont se laver, manger, se vêtir. C'est le temps nécessaire aussi à faire un même acte qui
chez un enfant qui présente un trouble du spectre autistique qui ne prend pas le même temps chez un enfant du même âge qui ne présenterait pas le même trouble. Donc c'est une reconnaissance du temps consacré aux parents dans ces aides, je veux dire directes ou indirectes, ou si l'enfant nécessite une surveillance accrue, on peut intervenir après évaluation à domicile pour une prestation financière qui est versée en main des parents, et les parents ils l'utilisent à bon escient, à l'escient qu'ils décident. Je veux dire, il n'y a pas besoin de présenter des justificatifs, ce genre de choses. Ils peuvent l'utiliser aussi pour des prestations de loisirs, par exemple, pour lesquelles l'assurance invalidité n'intervient pas. Ok. Et puis, il y a également l'assistance à domicile. Oui, la contribution d'assistance, c'est une prestation dont les parents peuvent bénéficier pour avoir du personnel à domicile. Pour bénéficier de cette prestation-là, il faut déjà avoir droit à une allocation pour mineurs impotents. D'accord, ok. Du coup, toutes les familles, elles ont droit. Est-ce que c'est attribué automatiquement aux familles? Comment ça se passe? Alors, je dirais que déjà la première demande, la mesure médicale, on va déjà avoir le plan de traitement, les différentes mesures qui sont nécessaires. Et effectivement, en fonction de l'évolution de l'enfant, de son âge, si on constate effectivement qu'il y a d'autres prestations qui peuvent entrer en ligne de compte, on propose aux parents l'examen de la prestation, à eux aussi de voir s'ils sont intéressés et d'y donner suite. Mais effectivement, on est plus dans une assurance maintenant un peu plus active, qui n'attend pas qu'on nous demande les prestations, mais qui peuvent aussi proposer des prestations aux parents en faveur de leur enfant. Isabelle, quels sont les problèmes que rencontrent les familles justement en rapport avec l'AI? Alors je dirais très souvent, alors déjà il faut qu'il y ait une annonciation déjà. Au niveau de l'assurance invalidité. Et normalement, qui le fait, qui aide, ce sont les médecins qui posent un diagnostic. Et voilà, nous on a encore des parents qui nous disent mais on ne nous a pas dit, on ne nous a rien dit, ou bien il y a peut-être des termes encore qui ne sont pas très bien compris. Exemple, vous parliez Charlotte, l'allocation pour impotence. Quand on est parent d'un enfant autiste, on se dit, mais quelque part, mon enfant, il n'est pas impotent. Donc forcément, je veux dire, voilà, il a tous ses membres, il peut se lever, voilà, il peut même courir, sauter. Donc on ne pense pas que c'est peut-être quelque chose pour nous, pour notre enfant. Donc, je dirais, les principales barrières, déjà, c'est la reconnaissance diagnostique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette errance diagnostique pour nos parents, nos familles. Donc, déjà, obtenir un diagnostic, être face à un médecin qui tout de suite fait les rapports, annonce, explique aussi aux parents ce à quoi ils peuvent avoir droit justement au niveau de l'assurance invalidité. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'il y a une évaluation qui est faite au sein même de la famille quand il s'agit justement d'enfants. Et là, des fois, les personnes qui arrivent chez nous ne sont pas toujours des personnes, je dirais, vraiment formées aux troubles du spectre de l'autisme, et surtout les questionnaires que les familles reçoivent ne sont pas non plus adaptés à l'autisme. Je prends juste un exemple pour que tout le monde comprenne. On a par exemple comme question, est-ce que notre enfant peut se vêtir, se dévêtir? Très souvent, on va dire oui. Ils sont capables de mettre les habits, d'enlever les habits. Par contre, qui prépare les vêtements pour les enfants? Comment ça se passe en fonction on les accompagne aussi, il y a de la météo? Et comme ça, nos enfants sont tout à fait capables de mettre un short et un t-shirt en plein hiver et puis d'avoir presque la tenue de ski en plein été. Tout ça, c'est du travail que nous, les parents, on doit faire justement en amont. Il y a tout ce travail de pré-préparation. Donc si on pose la question à une famille, est-ce que votre enfant sait s'habiller ou pas? La famille a dit oui, il sait s'habiller. Donc voilà, hop, une coche en moins, donc ça va diminuer. Enfin voilà, donc, je vous donne un petit réadapter exemple comme ça. plutôt ce questionnaire. Voilà, oui. Édouard Yossif, quel est le rôle de l'AI dans la prise en charge des enfants avec TSA? Alors nous, au niveau de la réadaptation, on va plutôt aller dans le projet professionnel. Donc on va intervenir durant l'école obligatoire. Donc notre intervention commence à 13 ans. Dès qu'il y a les diagnostics, les différentes choses, on va pouvoir faire l'instruction du dossier. Et puis du moment où on se rapproche de la fin de scolarité, on va commencer avec des bilans d'orientation pour comprendre un petit peu quels sont les centres d'intérêt. On a parlé avant de centres restreints. Donc connaître ces centres restreints permet aussi de pouvoir les guider. Par la suite, on a différentes mesures qui sont des mesures de réadaptation, d'orientation ou de formation pour pouvoir les soutenir jusqu'à la fin d'un apprentissage. Et par la suite, on peut aussi les aider avec une aide au placement. Et maintenant, avec le développement continu de l'AI, on peut les suivre jusqu'à 3 ans après
une formation et un placement en entreprise. C'est génial. Il y a une contribution aux entreprises pour former les jeunes également. Tout à fait. Qui est proposée On par peut intervenir avec une aide aux employeurs qui accueillent des personnes avec TSA, avec une rémunération qui est de 100 francs environ par jour de présence d'un jeune. Tout simplement parce que ces jeunes-là prennent du temps à l'employeur. Il y a des employeurs qui jouent le jeu de pouvoir les accueillir, leur présenter et puis ne pas travailler directement les compétences professionnelles, mais aussi l'adaptation au milieu et l'environnement professionnel. Et c'est pour ça qu'on va travailler ça dans un premier temps pour ensuite partir sur un projet de formation. Il y a également une partie coaching pour les jeunes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc, on peut mettre en place des coachs qui vont suivre, accompagner les jeunes en entreprise, les guider dans un premier temps dans le marché de l'emploi, voir un tout petit peu. Des fois, ils ont des partenariats privilégiés avec des entreprises qui accueillent plus souvent des jeunes avec un TSA, et ce qui permet aussi que l'employeur soit au courant du fonctionnement du jeune et pouvoir s'adapter, donc adapter le milieu professionnel aux jeunes, et puis pas seulement le jeune à s'adapter au milieu professionnel. C'est beau ça. Et pour le programme Indiamo, dernière question, tout le monde y a droit. Comment on fait pour faire la demande ? Il faut passer donc par une demande AI mineure. Donc il faut juste simplement remplir un questionnaire, pas toujours simple. Si vous avez des questions, on est là pour répondre. Et puis, il y a différentes façons d'annoncer, mais c'est vrai qu'Indiamo est beaucoup présent sur le terrain au travers de la CISE, cellule interservice, avec les écoles. Donc, les jeunes qui sont en difficulté sont directement annoncés. On peut discuter de ces situations-là. Et puis ensuite, nous intervenir ou alors faire un dépôt de demande AI, ou alors on est présent sur certaines références dans les écoles de la transition, les différents CEMO, et les situations problématiques sont aussi annoncées et on guide les personnes dans les différentes démarches à effectuer pour s'annoncer chez nous. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte Cordero et Édouard Iosif d'avoir accepté de nous répondre. Isabelle Stéphane, vous restez avec nous encore un petit peu. On l'a dit tout à l'heure, plus de 20 000 personnes sont concernées par le TSA. Si on faisait le comparatif avec le nombre de places disponibles en Suisse dans des structures adaptées avec des éducateurs spécialisés et formés, on serait bien surpris et pas forcément dans le bon sens. Actuellement, les places sont très limitées, les familles attendent longtemps avant d'avoir une réponse et cette attente est très difficile. Mais pour ceux qui ont la chance d'être en structure spécialisée, on a voulu savoir comment ça se passait et pourquoi le fait d'être en structure spécialisée est si important. Bienvenue à vous dans cette structure, une structure pour adolescents atteints d'autisme qui ont entre 16 et 20 ans. On a 8 places actuellement pour ces jeunes qui viennent faire un parcours de transition entre le milieu des mineurs et puis le milieu des adultes. Donc notre mission est d'accueillir ces jeunes et puis de leur proposer un panel d'activités qui va leur permettre de développer leurs compétences. Voilà, donc on a une équipe d'éducateurs et de maîtres socioprofessionnels qui vont travailler sur les comportements, le développement de leurs aptitudes. On va continuer le maintien des acquis scolaires et en même temps développer, s'il y a des troubles du comportement, l'amélioration de ces comportements et puis le développement de tout leur potentiel. Au niveau de l'aménagement de l'environnement, on a donc plusieurs petites pièces. Pourquoi ? Parce que quand on travaille avec des personnes avec un TSA, d'avoir des environnements plus petits et plus contenants, en fait, ça favorise la concentration et puis le travail. On travaille aussi sur les préceptes de Teach et le principe c'est qu'on doit aménager l'environnement pour justement favoriser, donner une chance aux jeunes que nous accompagnons de pouvoir justement mettre en avant leurs compétences. Tout doit être très visuel parce que le parler se perd, que l'image, en fonction de leur compréhension, elle reste et puis en fait elle a beaucoup plus de sens, beaucoup plus significative. Et le fait de pouvoir aller le consulter, comme nous on a nos agendas, eux en fait c'est ça, c'est leur agenda de la journée. On part sur la base que ici les jeunes sont au centre, c'est-à-dire que nous les programmes éducatifs des jeunes, c'est pas le programme de moi, Benvinda, parce que j'estime, non, c'est centré sur les jeunes, sur leurs compétences et puis sur ce qui est dans leur intérêt. Donc on travaille en collaboration étroite avec les familles, c'est-à-dire qu'on essaie d'être dans la transparence. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans l'autisme, il y a souvent une question de contexte. C'est-à-dire que, là je me mets au jeu, ce que je fais à la maison, je ne vais pas le faire à la strada, je ne vais pas le faire, etc. Ce que je fais à la strada, je ne vais pas le faire à la maison. Parce que vraiment, pour eux, chaque espace, chaque contexte a un code propre et puis a une signification propre. Et donc aussi, nous, ça fait partie de notre travail de généraliser les compétences, d'apprendre des compétences socio-professionnelles. Ensuite, il faut pouvoir leur apprendre à généraliser. Ce que j'apprends à faire ici, je peux le faire ailleurs. Ça a l'air comme ça simple, mais en fait, c'est pas aussi simple. Parce que c'est tellement ancré sur leur manière d'être à la maison que
c'est pas aussi simple. Voilà, Strada, on part de l'activité, on part du jeune et de l'activité, donc on essaie de trouver un peu des braises et on souffle dessus. Donc c'est vrai que l'idée, c'est un petit peu de voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui les motive, où est-ce qu'ils trouvent finalement un bout leurs émergences, de travailler un petit peu sur les émergences des jeunes. Et à partir de ça, finalement, on a toute une palette d'activités à l'intérieur, où ici, on travaille déjà des compétences dans un premier temps, avec différentes activités manuelles. Mais on a aussi différentes activités à l'extérieur. Donc on a un partenariat avec une écurie avec des chevaux où on va le mardi matin avec les jeunes. Donc là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va avec tous les jeunes, qu'on va faire les box, on va leur donner à manger, on va les sortir, on va faire le ponçage. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois, ils ont souvent l'habitude qu'on s'occupe d'eux, qu'on les guide, mais là, c'est un moment où finalement, c'est eux qui vont guider le cheval au parc. Donc, c'est sûr que là, on a finalement des partenariats avec différents domaines de l'institution, comme la cuisine et la buanderie, où on a finalement des jeunes qui vont intégrer ces structures. Progressivement, ils peuvent s'intégrer dans un cadre bien donné, mais ils sont finalement mis ouverts et c'est finalement un petit peu le souhait, c'est un peu notre réussite si on peut permettre cette évolution. Donc Umberto, c'est un grand garçon avec 16 ans, mais un grand garçon dans sa taille, mais un petit garçon dans sa tête. L'autisme chez Umberto, il est plutôt grave, donc il a beaucoup de limitations chez lui, il ne parle pas, il a des comportements défis avec un petit peu d'agressivité envers lui-même, des fois envers les autres. Donc lié normalement à des frustrations parce qu'il ne se fait pas comprendre, parce qu'il ne parle pas. Et donc c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer des fois pour nous les parents. Pour le parcours, on a toujours été accompagnés déjà au Portugal avec le pédiatre qui nous a accompagnés pour arriver à la conclusion du diagnostic d'autisme. Et l'unique regret que j'ai, c'est que je suis venue quand il avait 8 ans et pas plus tôt. Nous, le projet Strada en lui-même, la structure Strada, ce qu'on amène, c'est toutes ces compétences sociales qui pour nous sont acquises très rapidement à notre enfance, que nous on va travailler justement pour ouvrir en fait et puis leur permettre de s'inscrire plus facilement à l'extérieur de Strada. Voilà, donc dans le monde tel qu'il est. J'ai confiance dans la structure où on est maintenant, à la Strada, et on collabore vraiment bien avec la structure pour le futur d'Umberto, mais c'est vrai qu'on a déjà plus ou moins planifié ce futur-là parce que lui, il ne va pas pouvoir aller en appartement, vivre tout seul, travailler comme tout le monde et être autonome. Donc oui, on a préparé déjà la transition à la vie adulte pour, espérons-nous, le foyer comme lieu de vie d'Umberto. Oui. Isabelle, quelles sont les actions mises en place pour optimiser le nombre de places adaptées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de places? C'est toujours la même chose. En fait, je dirais, il y a deux choses. Il y a déjà le facteur économique. Toutes ces places, ça coûte. Voilà, c'est cher. Donc voilà, il faut des budgets. Mais surtout, avant tout, c'est de la formation. Ouais. Parce que qui dit place adaptée, ça veut dire justement des professionnels qui accompagnent les enfants, les adultes. Et vraiment, je dirais, la clé de voûte essentielle dans l'autisme, c'est et ça reste la formation, mais de tous les professionnels qui sont au contact de ces enfants, de ces adolescents, de ces adultes. Qu'est-ce que vous pensez de l'école inclusive? L'école inclusive, eh bien, c'est très bien. Les enfants autistes peuvent tout à fait aller à l'école du village, comme je dis, quand je parle de cette école inclusive. Mais là aussi, il faut juste adapter, il faut qu'il y ait l'accompagnement adéquat. On ne peut pas, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des autres camarades, vis-à-vis aussi, quelque part, des autres parents, voilà, comme ça, prendre des enfants autistes et puis les placer dans une classe sans formation, sans information et sans accompagnement adéquat. Par contre, chaque fois qu'il y en a et que c'est fait, je dois dire, voilà, il y a des très belles histoires d'enfants à l'école du village. C'est magnifique. Merci beaucoup Isabelle Stéphane de nous avoir apporté toutes ces réponses. On vous souhaite une belle continuation à vous et à Autisme Suisse Romande. Merci. Vous retrouverez Isabelle Stéphane dans notre rubrique questions-réponses où elle répond à vos questions.
Les organismes qui vous aident et vous épaulent sont nombreux. Pro-infirmistes qui vous aident avec les démarches administratives. Ils ont également un service de relève pour soulager les proches, pour qu'ils puissent faire une pause. Procap qui intervient au niveau des assurances sociales, Inclusion Handicap pour des questions juridiques sur l'école, la majorité, les curatelles. Et puis il y a toutes les spécificités cantonales dont Amina, qu'on a dans le canton de Vaud, qui apporte une contribution financière pour les parents qui ne peuvent plus travailler. Toutes ces informations se trouvent sur notre site internet. N'hésitez pas à consulter les sites des organismes cités dans cette émission. On parle maintenant couple. On parle maintenant de la relation de couple avec les personnes concernées par le TSA. Déjà, je souhaite mentionner qu'on a eu beaucoup de mal à trouver une personne, un spécialiste, qui soit capable de parler de la relation de couple. Et c'est pas faute d'avoir cherché, mais on a trouvé encore mieux avec nous Cédric Godec. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes coach, père praticien en santé mentale et vous êtes mandaté par des institutions pour accompagner des formations données par les professionnels de l'autisme. Vous faites également partie de l'association ACUB et vous faites également partie de la CEPAP. Qu'est-ce que c'est la CEPAP ? La communauté des pères autistes professionnels, c'est un regroupement de personnes. On est tous des autistes qui accompagnons des autistes professionnellement pour les aider sur les différents points sur lesquels ils doivent travailler. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu le père praticien en santé mentale. Donc moi, je me suis renseignée parce que je ne connaissais pas forcément. Donc, c'est un professionnel de la santé qui a souffert ou souffre d'un trouble psychique, par exemple. Et puis, après avoir progressé et pris assez de recul sur son vécu, on accomplit une formation certifiante afin de pouvoir soutenir le rétablissement d'autres personnes. Donc, c'est magnifique. Donc, vous avez un rôle d'expert par expérience. Avant tout, vous êtes une personne avec TSA, Asperger, dit-on, mariée à une femme qui n'a pas de TSA et puis vous avez 2 filles. Quel âge ont vos filles ? Mes filles ont 16 et 21 ans. Et vous avez été diagnostiquée tard avec le TSA, donc après avoir rencontré votre femme. Oui, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 42 ans. Ça faisait déjà 15 ans que j'étais avec ma femme. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette annonce du diagnostic ? Ça a été une remise en cause pour tout le monde, mais surtout ça a été un soulagement dans le sens où ça mettait un nom sur les différences que j'ai vécues jusque-là. Et ça a aussi stabilisé le couple parce qu'en fait, ma femme ne comprenait pas certaines de mes réactions. Et ce diagnostic a permis de mettre un nom dessus, de comprendre. Et de mon côté, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et du coup mieux m'adapter aussi aux attentes de ma femme et donc d'améliorer la relation de couple. Et avec vos enfants, lorsque vos filles étaient plus petites, vous n'aviez pas forcément ce problème ? C'était différent, l'approche avec les enfants ? Les enfants, de toute façon, on ferait tout pour nos enfants, donc on est capable de s'adapter dans tous les sens. Oui. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les enfants, ils ont grandi avec moi, donc ils se sont adaptés à l'autisme, dans le sens où ils le comprennent d'une façon qu'aucun adulte ne comprend. Je veux dire, ceux qui n'ont pas vécu avec des autistes, ils n'ont pas cette expérience qui est innée chez mes filles. Oui. Et c'est juste aidant pour moi et c'est enrichissant pour elles. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. Quelles sont les difficultés en rapport avec l'autisme que vous pouvez rencontrer dans la vie familiale ? Le plus difficile, c'est les réunions de famille, de toute façon. C'est quelque chose que tout le monde considère comme naturel et c'est super, on va faire la fête. Pour nous, c'est super, on va avoir du bruit de partout, des questions et plein d'imprévus toute la journée. Ce qui sont toutes des choses qui nous mettent en difficulté, qui nous fatiguent. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas. Je suis toujours très content de revoir tous mes parents. Mais ça va me coûter énormément d'énergie et je vais être fatigué et je le sais et j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Et il va falloir jouer avec ça. Et ça, de nouveau, le diagnostic a permis de mettre un nom sur ses besoins et de trouver des façons de s'adapter mieux par rapport à l'entourage. Quand aujourd'hui je dis que je vais me reposer, d'habitude les gens comprennent. D'accord. C'est ce que vous avez mis en place avec votre femme. Est-ce que c'est plutôt elle, du coup, qui s'occupe d'être présente à ces réunions de famille ? Alors, j'ai appris dernièrement qu'en fait, ça lui coûtait quand même aussi pas mal d'énergie à elle, parfois, de vérifier que je me respecte. C'est-à-dire que si j'ai une énorme volonté de m'adapter aux gens qui m'entourent, et ça me prend beaucoup d'énergie et que ma femme, elle veille aussi à ce que j'aille pas trop loin là-dedans parce que j'en paye le prix après et en fatigue et en non-présence à la maison.
Et c'est vrai que c'est un soutien de sa part, mais c'est aussi une vigilance de sa part. Vous me disiez l'autre jour au téléphone que c'était dans votre couple, vous aviez instauré ce système où elle s'appuyait sur vos forces et vous vous appuyiez également sur ses forces à elle. Oui, je pense que tout couple, quel qu'il soit, ne peut fonctionner bien que si chacun apporte le meilleur de lui-même au couple. Et plus les gens sont différents, et plus ceci est vrai. Et je pense que dans l'autisme, quand on est au contact de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est l'écart entre notre façon de vivre le monde, notre façon d'être, pour vraiment aller vers là où chacun a ses douances, et puis vraiment que chacun apporte au couple le meilleur de lui-même, sans quoi ça ne va pas bien. L'exemple que vous me disiez, c'est que vous étiez plutôt technique, donc tout ce qui avait attrait aux impôts, par exemple, aux comptes, etc., c'était plutôt vous. Vous aimiez également la cuisine, que votre femme n'affectionne pas particulièrement, et puis les choses qui vous dérangent un peu plus, c'est plutôt elle qui s'en occupait. Exactement. On a chacun mis en avance nos côtés. Après, je dirais qu'on est peut-être même dans le détail des choses, si je dois faire un téléphone très administratif, je vais le faire parce que voilà, on est dans l'administration, dans la structure, expliquer qu'il y a un problème, je sais pas, d'Internet ou Dieu sait quoi, je le fais très bien. Puis des fois, l'autre côté, l'interlocuteur ne comprend pas tout à fait un dialogue qui manque d'émotion ou de choses comme ça qui ne sont pas ma tasse de thé. Et dans notre couple, on va jusqu'au point où d'un coup, je passe le téléphone à ma femme et elle va mettre l'émotion, donc elle va pousser une bouillie ou mettre la tristesse en place. Et ça permet à l'interlocuteur de comprendre tout ce que moi, je n'ai pas exprimé. Et ça peut paraître rien, mais chacun a ses douances. Et voilà, donc moi, je fais le côté technique, elle fait le côté émotionnel et on se complète. Et c'est comme ça qu'on devrait tous faire. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage précieux. Merci. On peut dire que les personnes avec le trouble du spectre autistique ont des compétences différentes, des approches socio-comportementales différentes des neurotypiques. Et si nous vivions dans un monde où la neurodivergence était acceptée et valorisée, je pense que le monde n'en serait que plus beau. Finalement, on voudrait apprendre aux personnes avec le TSA à taire leurs émotions ou à ne pas dire de vérités gênantes. Mais au bout du compte, ne serait-ce pas plutôt à nous, neurotypiques, d'apprendre à être plus honnêtes, d'abord envers nous-mêmes et ensuite envers les autres ? Je vous laisse sur cette question. Je vous souhaite une très belle suite de programme et à bientôt.